Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce lundi. La réponse des alliés de Kiev à Donald Trump. Une photo de famille autour de Volodymyr Zelensky. C'était hier soir à Londres. La présidente de la Commission européenne a appelé à réarmer l'Europe. Comment compte-t-elle le financer? Comment renouer le dialogue avec Donald Trump? Le faut-il? Quelle réaction à Kiev? On va y revenir dans le journal de 11h. L'ONU appelle au rétablissement immédiat de l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Elle est bloquée depuis hier matin par Israël. Le gouvernement Netanyahou reproche au Hamas de refuser le plan américain d'extension de la trêve. Et à l'instant, une attaque au couteau à Haïfa a fait au moins un mort. Là encore, on y reviendra. Des fracas du monde et pourtant ils sont nombreux. Il en a été étrangement peu question cette nuit à Los Angeles où se tenait la 97e cérémonie des Oscars, grand-messe du cinéma américain qui a sacré Anora et sur laquelle on va passer les 45 prochaines minutes. On se fait plaisir dans une actualité assez dense. Mes invités ont peu dormi car ils ont passé la nuit devant la télé. On va débriefer avec eux le palmarès. Et ce qu'il dit tant du cinéma que de notre époque. Léa André-Sarraud, Thomas Borès, Samy Lacerda. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Léa André-Sarraud. Et merci d'être là, journaliste trois couleurs, le magazine des cinémas MK2, Thomas Borès. Bonjour. Bonjour. Journaliste à Studio Ciné Live et ici bien sûr à France 24 et Samy Lacerda aussi nous a rejoint. Bonjour Samy, de la rédaction de France 24. Il y avait du suspense cette année pour cette 97e édition des Oscars. Mais à la fin, c'est Nora qui gagne. Le film du réalisateur américain Palme d'Or à Cannes a donc triomphé avec 5 prix. Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario original, meilleur montage et meilleure actrice pour Mickey Madison. On va écouter Loïc Piala d'abord qui a suivi cette soirée de cinéma depuis Los Angeles et on se retrouve juste après. Cendrillon moderne, Cendrillon ironique également, cette histoire donc d'une stripteaseuse qui vit une brève histoire mais intense avec le fils d'un oligarque russe. Et finalement, Cendrillon, c'est un peu aussi le parcours de ce film Anora, un film indépendant, un petit budget, 6 millions de dollars seulement, qui devient le 4e film de l'histoire à remporter et la Palme d'Or et l'Oscar du meilleur film ce soir. Sean Baker, c'est le roi d'Hollywood, le réalisateur de ce film, également le scénariste et le monteur. Il a d'ailleurs reçu une statuette pour chacune de ces 3 fonctions. Et son actrice, Mikey Madison, la fameuse Anora, est elle aussi récompensée à 25 ans. Elle coiffe la star Demi Moore au poteau. Autre gagnant de la soirée, de Brutalis, fresque magnifique de 3h30 de long sur un architecte hongrois immigré dans l'Amérique d'après-guerre qui vaut à Adrien Brody son 2e Oscar 22 ans après. Le pianiste, film également récompensé par l'Oscar de la meilleure cinématographie et de la meilleure musique. Déception en revanche pour Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard. Il était nommé 13 fois, un record pour un film étranger. Il repart du Dolby Theatre à Hollywood avec seulement 2 statuettes pour Zoé Saldana, meilleure actrice dans un second rôle, et pour le couple de compositeurs qui gagne l'Oscar de la meilleure chanson. El Mal, remis, ce n'est pas rien, par Mick Jagger. C'est une récompense en soi, ça vaut presque un 2e Oscar. Voilà, Loïc Piala a dit beaucoup de choses, mais on va donc s'arrêter sur le grand vainqueur de la soirée. Anora, chronique du destin d'une stripteaseuse à Brooklyn qui fait tourner la tête d'un jeune homme s'avérant être le fils d'un oligarque russe avant de déchanter cruellement face au mépris de classe de sa belle famille. On va regarder quelques images et on en parle juste après. Yo. Did you pick up milk? Do you see milk in the fridge? No. Then I didn't pick up the fucking milk. Wonderful. Thank you. Hi, I'm Annie. You don't have cash? Let's go to the ATM. We would go chill out in a private room. I got a kid who wants someone who speaks Russian. My Russian is terrible. I can't even roll my R's. No. Я просто хотел тебе предложить. Ты хочешь быть эксклюзивным со мной? 15. Cash up front. Deal. Deal. If I get married to an American, I wouldn't have to go back to Russia. Okay, so who should marry?
And do you, Honora, take this handsome gentleman to New York? Да я был с ним 2 недели назад буквально. Он не женат. Well, you did tell them, right? Иванжан, открой дверь, пожалуйста. Надо разговор. Vanya, what the fuck? Ты женился на ней? Да. What the fuck is going on here? Они написали, что она проститутка, Like, what do you do to get all of this? I am telling you, you do not know this guy. Vanya? It's a fraud marriage, and we're getting in an old ASAP. Oh my fucking god. Be a fucking man and talk to me. Me go fuck myself, me fuck myself, you go fuck yourself and your fucking mother, motherfucker! Anora et son langage fleuri de bon matin, Léa, est-ce que ça méritait 5 Oscars ? Oui, selon moi, c'est une très bonne surprise parce que le film n'était pas forcément attendu dans les pronostics. Et je trouve que les prix sont particulièrement pertinents. Le prix de la mise en scène, notamment, parce que Sean Baker, c'est vraiment un réalisateur qui a digéré toute une tradition du cinéma américain, des frères Safdie en passant par les frères Cohen. Et en fait, il a redigéré tout cet héritage pour livrer un film sur la lutte des classes, un film très électrique dans sa mise en scène, très haché, presque parfois épuisant. Et je trouve que le prix de la mise en scène à ce titre-là est particulièrement... Il a eu meilleur montage aussi, oui. Thomas. Oui, meilleur montage. Ouais, c'est maîtrisé. Il fait tout lui-même quasiment. Hein. Le montage, c'est aussi Sean Baker. Ce qui est bien, pour aller dans le même sens que vous, c'est aussi l'idée qu'il y avait des concurrents comme The Brutalist ou comme Emilia Pérez notamment, ou même voir The Substance, qui mettent vraiment sur la table leurs intentions, c'est-à-dire des films assez monumentaux, assez gore, assez excessifs. Et ce que j'aime bien avec le film de Sean Baker, c'est quand même son 8e long métrage à Sean Baker. On a l'impression à chaque fois que c'est un premier long métrage dans son côté très abrasif, son côté très à vif comme ça, et pourtant c'est ce que vous disiez, c'est extrêmement maîtrisé. C'est-à-dire qu'effectivement on parle des frères Cohen, on parle des frères Safdie, mais aussi un héritage qui irait presque de Lubitsch. Hein. C'est vraiment une tradition de la comédie américaine. Et ça, c'est bien aussi que ce soit une comédie qui soit récompensée, pas forcément un drame. Samy ? Et un film indépendant aussi, je reprends les mots de Sean Baker qui, au moment d'aller chercher sa statuette, disait « Longue vie au film indépendant », un film dont le budget n'était pas exorbitant, qui a permis à galvaniser non seulement les critiques, mais également à trouver son public. Et la vraie surprise pour moi, c'était Mikey Madison, meilleure actrice. 25 ans, c'est quoi ? C'est son premier grand rôle ? Non ? Si, ouais. Elle était dans Scream, où elle était déjà super. On l'avait découverte vraiment dans le film de Quentin Tarantino, mais on ne savait pas encore prononcer son nom. Elle avait un petit rôle, mais elle est vraiment un rôle très prenant. Oui, on va dire que c'est une révélation. Ouais, puis Samy, on attendait Demi Moore. Demi Moore, j'étais persuadé, je misais tout sur Demi Moore pour ce retour au devant de la scène. Après tant d'années de carrière, elle le disait elle-même lorsqu'elle remportait son Golden Globe de la meilleure actrice pour The Substance. Et si Demi Moore ne remportait pas l'Oscar, je m'attendais à la limite à ce que Fernanda Torres, pour le film brésilien sur lequel on reviendra tout à l'heure, de remporter l'Oscar. Mais bon, ça célèbre la jeunesse. Mais Kim Madison, 25 ans, qui remporte son Oscar de la meilleure actrice. Je crois que c'était pas arrivé depuis Jennifer Lawrence, donc qui avait gagné pour Happiness Therapy, il me semble. Sûrement. Donc belle surprise. J'ai pas regardé les stats, mais oui. Surtout, Léa, si Demi Moore l'a pas eu cette année, l'Oscar, on voit mal. Oui, là c'était le comeback, surtout qu'Hollywood a vraiment orchestré un storytelling quand même autour de ce retour hyper attendu, donc un petit effet déceptif. Mais je pense que l'Académie a donné ce prix aussi à Mikey Madison parce qu'elle a activement participé à l'écriture du scénario avec Sean Baker. Ils l'ont dit tous les deux. En fait, il a écrit ce film pour elle. Il est allé la voir. Il lui a demandé d'apprendre à danser, d'aller voir des stripteaseuses, de se renseigner. Donc, il y a tout un aspect documentaire qu'ils ont fait tous les deux. Et je pense que c'est aussi ça que l'Académie a voulu mettre en avant, peut-être. Oui, puis elle passe par plein de sentiments. C'est-à-dire que dans le film, au début, elle joue une travailleuse du sexe. Il y a le côté mélodrame qu'elle joue très bien. Il y a le côté aussi comédie. Et pour revenir vers vraiment le drame absolu avec une scène finale, pour ceux qui n'ont pas vu, on va rien dire, mais où vraiment elle est hyper intense. Et encore une fois, elle est à l'image presque de ce film. C'est-à-dire qu'on a l'impression, même quand on était à Cannes, il y avait la Palme d'Or, on disait « Ah oui, bon, ok, très bien, mais c'est surprenant. » Et en même temps, non. C'est-à-dire que tout paraît discret et en même temps, il y a un travail de fond assez incroyable.
Puis Samy, vous le rappeliez, Anora, c'est 6 millions de dollars de budget, c'est minuscule par rapport au gros blockbuster. Brutalis, dont on va parler aussi, je crois que c'est 10 millions de dollars. C'est 10 millions, c'est quand même de petits budgets qui remportent les Oscars les plus prestigieux. C'était ce qui était aussi assez étonnant, j'ai trouvé, et ça prouve vraiment la capacité de ces films indépendants, la capacité des films à plus petit budget, je le disais tout à l'heure, de rencontrer leur public et de permettre à des films comme ceux-là de remporter des statuettes aux Oscars notamment. Et ce qui était chouette, c'est que Sean Baker, il a dit, il l'a redit, il le disait à Cannes, il le disait en interview, en promo, mais il l'a redit hier soir, c'est qu'il valorise le cinéma en salle. Il dit, moi-même, j'avais eu la chance de le rencontrer en interview, il me disait, moi, je ne ferai pas de films pour des plateformes. Je ne ferai pas de séries non plus. Il a redit, allez voir des films. Et il a dit, voilà, faites des films de cinéma. Et c'est vrai qu'en voit The Brutalist, c'est un film de cinéma. Emilia Pérez, il y a vraiment vocation à aller dans les salles. Donc c'est vraiment la victoire de ce cinéma-là, quand même, du cinéma indépendant, certes, et du cinéma qui veut valoriser la salle de cinéma. Alors précisément de Brutalist, alors là c'est quand même assez attendu. Adrian Brody, meilleur acteur pour sa prestation dans le film du réalisateur américain Brady Corbett, qui a aussi le prix de la meilleure photographie et de la meilleure musique, dans lequel, on l'évoquait tout à l'heure, Adrian Brody interprète le rôle d'un survivant d'un camp de concentration juif hongrois, qui découvre en Amérique une autre forme d'antisémitisme. On va regarder quelques images. There's him. He's alive. What? These are yours, yes? Yes. All of them? Yes. Tell me, why is an accomplished foreign architect shoveling coal here in Philadelphia? I'm afraid it is not so simple. There was a war on, and yet many of the sites of my projects had survived. My buildings were devised to endure such erosion of shoreline. I brought you all out here to join me in looking forward toward the future. Voilà, deuxième Oscar du meilleur acteur pour Adrian Brody, 22 ans après Le Pianiste. D'ailleurs, ce qui est assez singulier, c'est que d'une certaine façon, avec ce film, Adrian Brody reprend l'histoire là où il l'avait arrêté à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Léa, sceptique sur cette récompense ? Pas sur le prix pour Adrian Brody, plus sceptique pour le film dans son ensemble, qui effectivement est écrasant, au point même un petit peu, je trouve, de ne pas laisser de place à son spectateur. C'est-à-dire que c'est un film qui, à la fois, tente d'aller vers l'épure en permanence, vers une forme de sobriété, et qui se contredit en déployant des formes visuelles très oppressantes, je trouve, pour ses personnages et pour ses spectateurs. Mais le prix est mérité. Mais sur la prestation de Brody, il y avait pas de débat ? Oui, non, sur son visage même, je trouve que c'est un acteur très physique, tout passe vraiment de la mélancolie à la déchirure, enfin, c'est vraiment un acteur qui est à la fois très expressif et très rentré, et ce prix est mérité. Après, on a dit, Samy, que c'était un rôle sensiblement sur le même registre que celui qui lui avait valu son premier Oscar pour Le Pianiste. Oui, mais néanmoins, j'ai trouvé qu'il a eu une proposition assez audacieuse dans ce qu'il a fait dans ce film. Ça m'a pas gêné qu'il soit sur le même registre que son rôle dans Le Pianiste, pour lequel donc il avait remporté déjà l'Oscar du meilleur acteur. Et au-delà de ça, je trouve que The Brutalist, c'est une vraie proposition cinématographique. On parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait plus en plus de films sur les plateformes. Là, on va au cinéma pour le voir. Il y a, enfin, je spoil en disant ça peut-être, il y a un entracte, et rien que ça, je trouve que c'est une originalité qui vaut le détour. Moi, j'ai été séduit par le film malgré sa durée. La musique, l'Oscar pour la meilleure musique est amplement mérité, je trouve. C'était une expérience cinématographique à part entière, selon moi. Ouais. Oui, c'est ça. Et moi, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que je trouve que le film joue sur justement des rapports de force entre l'intimité, entre la grandiloquence et la discrétion. Et je trouve que Adrian Brody catalyse tout ça. Même parfois presque... Alors là, plus pas à l'excès. C'est-à-dire qu'on sait que la campagne des Oscars a été un petit peu perturbée, mais un peu tuée dans l'œuf, parce qu'on cherche toujours des polémiques. On avait dit qu'effectivement l'IA avait aidé Adrian Brody à faire cet accent hongrois. On a tout de suite rétropédalé en disant que c'est surtout sur la fin. Non, il est assez bon. Ce qui est marrant, enfin oui, un peu cocasse avec Adrian Brody, c'est que c'est un acteur quand même le reste du temps qu'on ne voit pas vraiment dans des grands rôles, et c'est à chaque fois des rôles vraiment qu'il désigne pour un Oscar, c'est-à-dire effectivement jouer un survivant de la Shoah, c'est forcément, on va dire, payant, sans faire de mauvais esprit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça de très intense forcément dans sa composition.
Voilà pour Adrien Brody, qu'on entendra tout à l'heure, parce que c'est l'un des rares à avoir dit quelque chose. Mais bon, c'est vrai que le sujet du film s'y prêtait d'un petit peu politique lors de cette série, mais je voudrais qu'on continue à évoquer ce palmarès. Peut-être avec vous, Samy, votre chouchou, Oscar du meilleur film étranger pour Je suis toujours là, du réalisateur brésilien Walter Salles. Là, c'était votre meilleur moment de la soirée ? Je pense que c'est un prix qui est amplement mérité pour ce film qui a mis en lumière, je le disais tout à l'heure, une performance incroyable de la part de Fernanda Torres qui nous prend au trip. Enfin, pour moi, ce film, c'est une masterclass d'acting de la part de l'actrice très connue au Brésil par ailleurs. C'est un film d'espoir de ceux qui restent lorsque un des piliers familial, en l'occurrence le père de cette famille, est enlevé au cours de la dictature militaire qui a sévi au Brésil entre 64 et 85, et le fait que Fernanda Torres n'ait pas remporté l'Oscar de la meilleure actrice, oui, c'était un bon lot de consolation, et encore une fois, c'était assez mérité. Allez, on se regarde quelques images de Je suis toujours là, qui a un succès auquel on pouvait ne pas forcément s'attendre. On regarde quelques images, on se retrouve juste après. Je crois que c'est une première pour un film brésilien. Vai ficar andando no carro daquele playboy, não? Ô pai, eu achava que playboy era quem ficava bebendo uísque, fumando charuto o dia inteiro. Sua mãe, mulher mais linda do mundo. Deputado Rubens Paiva. Eu já volto, filho. O que aconteceu? O meu marido tá em perigo. Todo mundo tá em perigo, Eunice. Brasília tá pegando fogo. Como é que alguém entra na tua casa, leva o teu marido, leva ele preso e depois diz... sumiu? O Estado tem questões mais urgentes do que tentar remediar o passado? Não. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Ah, ele quer triste. Nós vamos sorrir. Sorriam. Voilà, Je suis toujours là de Walter Salles, piqûre de rappel sur la fragilité des démocraties et les dangers de la censure. Léa, Oscar mérité du meilleur film étranger ? Oui, notamment pour sa mise en scène au-delà du sujet politique, parce que Samy le disait très bien, je trouve que c'est un film qui procède par soustraction. C'est un film qui dit en fait, une fois que cet homme a disparu, Ruben Paiva, il reste que sa femme, et qu'est-ce qu'on fait de l'absence ? Qu'est-ce qu'il fait une fois que cet homme est parti ? Cette femme, elle se construit une carrière engagée, politique, elle devient avocate, et le film raconte cette trajectoire presque de lumière en fait au milieu de l'obscurité, et ça Walter Salles le rend très bien par une mise en scène très lumineuse, très fluide. Il embrasse vraiment la culture des années 70 qui est extrêmement festive pour y introduire cette absence dévastatrice, et je trouve qu'à ce titre-là le film est très intéressant. Un film qui s'inspire d'une histoire vraie. Thomas, avant de vous entendre, on va écouter quelques réactions au Brésil, où le film a suscité un tel succès que je crois que même des salles de cinéma qui avaient mis la clé sous la porte ont rouvert pour projeter ce film. On écoute ces réactions de Brésiliens. Je suis très fière d'être brésilienne, très fière d'un film comme celui-ci. Il le mérite. Je suis très heureuse de ce prix, et maintenant nous allons fêter ça au carnaval. On a célébré comme après une Coupe du Monde. Cet Oscar est mérité. Le Brésil doit leur préparer un triomphe pour leur retour, car ils le méritent. Ouais, soirée carnaval, parce qu'effectivement, les Oscars coïncidaient avec, je crois, la première nuit de carnaval au Brésil. Un prix mérité ? Oui, pour Walter Salles, qui est un grand nom du cinéma brésilien. Il avait fait Central do Brasil il y a quelques années. C'est lui qui a produit La Cité de Dieu, qui a été un carton monumental. Et puis surtout, il avait fait cette adaptation un peu ratée, c'est vrai, du livre de Jacques Kerouac, Sur la route. On se souvient, c'était présenté à Cannes. Oui, mérité. Il y a une scène qui est très belle dans le film. À un moment, on voit alors cette femme et ses enfants attendre le retour probable de leur mari qui a été enfermé dans
dans les geôles de la dictature, et le photographe qui vient les photographier leur demande d'avoir une mine triste, et elle décide de sourire et même de rigoler. Donc c'est vraiment un film sur aussi la notion d'image, c'est un vrai film de cinéma là-dessus, et aussi dire que c'est un film très intimiste, ça se passe quasiment qu'en huis clos, dans une petite maison près de la plage, et donc c'est un film effectivement qui procède par soustraction, modeste et très beau. Voilà, mais le prix d'interprétation pour Fernanda Torres, qui est une méga star au Brésil, lui a échappé donc au profit, on le disait, de Mickey Madison. Parmi les déceptions, mais là on pouvait s'y attendre, Samy, Emilia Pérez, qui était nommée dans 13 catégories, le drame musical de Jacques Audiard sur la transition de genre d'un narco-trafiquant, ne repart finalement qu'avec 2 statuettes, prix quand même de la meilleure actrice pour Zoé, dans un second rôle pour Zoé Saldana, et celui de la meilleure chanson. Entaché par les polémiques qui sont parties des tweets de l'actrice principale, effectivement, on s'attendait peut-être à mieux pour le film de Jacques Audiard, mais vous le disiez à l'instant, il repart quand même avec cet Oscar pour Zoé Saldana et le prix de la meilleure chanson. Meilleure chanson, pardon, autant pour moi. Ouais, c'était aussi, je crois, la première fois, et je crois que c'est assez singulier pour le noter, que 2 comédies musicales figuraient dans la liste des meilleurs films avec Wicked. Donc ça prouve un certain regain et un certain intérêt pour les comédies musicales, et puis de façon un peu plus recherchée en ce qui concerne Emilia Pérez. Léa, le film paie vraiment l'affaire des tweets islamophobes vieux de 5 ans de Carla Sofia Gascon, ou il y avait autre chose? Alors on ne peut pas faire de la politique fiction, ce qui est arrivé est arrivé, mais je pense qu'effectivement le film serait sorti quand même gagnant avec beaucoup plus de prix si cette politique n'avait pas été, si ce scandale n'était pas arrivé. Je pense que c'est aussi assez symptomatique cette histoire de la course aux Oscars, de tout ce qu'on y met d'affect et de symbolique, parce qu'on sait que Netflix avait beaucoup investi sur la figure de cette actrice, Netflix en avait fait une égérie, un symbole du progressisme. Donc c'est un peu cette image aussi là qui s'est effondrée et que l'Académie a été forcée de regarder en face. Donc c'est aussi un geste de leur part, je pense, de refuser des prix à ce film. Première comédienne transgenre nommée dans la catégorie de la meilleure actrice. On se souvient qu'elle avait co-eu au dernier festival de Cannes le prix d'interprétation féminine. Ça n'a pas gêné, ce qui a gêné les Oscars, ça n'a pas gêné les Césars ici en France, Thomas, qui ont délivré 7 récompenses à Emilia Pérez vendredi soir dernier. Comment expliquer cette différence de traitement de l'affaire? Les Oscars et les Césars, c'est un peu différent. C'est-à-dire que les Oscars, c'est une campagne presque politique. C'est-à-dire que vraiment, les équipes font vraiment du lobbying. Alors, c'est assumé de plus en plus. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, c'est totalement assumé. Avant, c'était plus discret. Maintenant, c'est vraiment... On paye quasiment des interviews, on paye des dîners, on paye des célébrations. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ressemble à une campagne politique. Donc, quand d'un coup, il y a une polémique, du coup, ça prend un retentissement incroyable et tout se focalise là-dessus. Il faut dire quand même que la hiérarchie a été respectée, la hiérarchie cannoise, parce que Anora avait gagné la Palme d'Or, et donc Emilia Pérez avait eu des prix un peu en dessous, donc cette hiérarchie-là a été respectée. Les Césars, c'est très différent. Les Césars, on va dire, c'est plus bon enfant. C'est pas les mêmes personnes qui votent. Au César, c'est plus collégial. Aux Oscars, c'est les corporations, c'est-à-dire que les réalisateurs votent pour les réalisateurs, les scénaristes pour les scénaristes. Donc il y a quelque chose qui est, on va dire, presque plus technique de la part des Oscars. Et moi, je pense pas que... Alors, sûrement, on peut faire de politique fiction, sûrement qu'ils payent des choses. Ce qui est sûr, c'est peut-être que Zoé Saldana, si elle avait été dans la catégorie meilleure actrice, qu'elle aurait tout aussi bien pu avoir, eh bien, elle aurait peut-être remporté, et que Mickey Madison n'aurait pas eu, à mon avis, l'Oscar. C'est à mon avis là où ça s'est joué pour Emilia Pérez. Vous évoquiez, Léa, Netflix, la plateforme de streaming. Il est aussi dans les hypothèses de cet échec pour Audiard, alors qu'il a quand même, de façon assez maligne, dit qu'il avait quand même gagné un Oscar puisqu'il est il a coécrit la chanson de Camille qui a remporté l'Oscar. Le film est resté assez peu longtemps en salle, il a été assez vite sur les plateformes. On disait tout à l'heure, sur Netflix en l'occurrence, qui ensuite a du coup dû réorienter sa stratégie de communication autour de justement Zoé Saldana et non plus Carla Sofia Gascon. Est-ce que le film paye aussi ça, le fait d'être passé très vite sur une plateforme, ce qui voudrait dire que l'industrie aujourd'hui
peine encore à faire des plateformes, des acteurs vraiment... En tout cas, c'est majeur, un ouais. enjeu, comme le disait Thomas aussi, c'est un enjeu presque diplomatique. C'est-à-dire que pour Netflix, remporter l'Oscar du meilleur film, qui lui est souvent passé sous le nez, hein, avec Roma de Alfonso Cuarón, enfin, ça arrivait plusieurs fois qu'il soit à 2 doigts d'avoir cet Oscar, c'était un enjeu diplomatique très important. Mais je ne pense pas du tout que le fait que le film ait été vite mis sur Netflix ait endommagé sa vie. Enfin, en tout cas, en France, non. Parce qu'il a été... Enfin, c'est aux États-Unis qu'il y a eu ce phénomène-là, donc non, je ne pense pas. Puis les critiques n'étaient pas bonnes, aux États-Unis. Quand le film est sorti sur Netflix, il y a d'abord eu les critiques qui disaient que c'était un petit peu étonnant que ce film était autant célébré à Cannes. Et rappelons aussi que l'une des polémiques qui a eu lieu, qui à mon avis, à mon sens, est peut-être plus intéressante, elle vient du Mexique. Oui. Hein, où ils se sont plaints qu'effectivement il n'y ait aucune actrice mexicaine, à part une, mais plutôt discrète, que la langue parlée n'était pas un Mexicain s'en rendait compte tout de suite, et surtout que ça a idéalisé d'une certaine manière le narcotrafic. Et puis ça n'a pas été tourné au Mexique, Samy? Non, ça a été tourné en France, et je rejoins Thomas sur ce que vous disiez à l'instant. Il y a eu une campagne en ligne notamment, et on s'en rendait compte dans certains cercles d'influence sur les réseaux sociaux comme X par exemple, où un certain nombre d'internautes mexicains étaient totalement en campagne, presque contre le film, comparé à ce que vous venez de dire à l'instant. Et je pense que ça a effectivement entaché aussi les capacités de ce film à s'illustrer davantage dans une cérémonie comme celle d'hier. Voilà, Emilia Pérez. Carla Sofia Gascon était à la cérémonie. Elle est très étonnée qu'elle soit là. Elle était là, elle était dans la salle. Mais ils l'ont salué quand même, ils l'ont applaudi. Ils l'ont applaudi. Et tout. Non, mais ce qui est bien, c'est pour elle, ça se termine, on va dire, à peu près bien après tout ce qu'elle a subi, même si. Ça veut dire qu'il va y avoir. Ce qu'elle a subi, elle est quand même. Non, elle est fautive, je dis pas le contraire. On a exhumé des vieux tweets. Enfin, effectivement, ce qu'elle a dit. Et voilà, après, effectivement, il y a eu un acharnement sur elle qui est un peu violent quand même, faut le dire. Lâché par Audiard, on se demande quelles sont leurs relations aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, Léa, qu'elle a encore de beaux jours de cinéma devant elle, en dépit de ça? On peut se sortir d'une affaire pareille En tout cas, avant de devenir connue pour le grand public avec ce rôle, c'était une actrice très populaire en Espagne, qui jouait dans des telenovelas. C'était vraiment quelqu'un de très populaire. Hein. Nous, on s'en rend pas compte avec notre regard de Français. Donc peut-être qu'elle va continuer à avoir une carrière en dehors de ça. Tout est possible, hein, je pense. Bon, Samy, la France échoue encore à remporter le prix du meilleur film, l'Oscar du meilleur film étranger. Le dernier remonte à 93. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais je crois qu'on peut aussi noter la victoire de Flo aux Oscars, qui est aussi une production française, lettonne, je crois, et belge. Franco-lettonne, meilleur film d'animation. Tout à fait, une première pour la Lettonie, et encore un ajout au palmarès français, qui, si je ne m'abuse, est le 3e pays le plus récompensé dans l'histoire des Oscars, après l'Italie et les États-Unis devant. Mais Coralie Farja, Coralie Farja. Je m'attendais à ce qu'elle obtienne peut-être le meilleur scénario pour The Substance. C'était Anora finalement qui est repartie avec. Bon, ça reste une campagne honorable pour la réalisatrice française, qui n'en est qu'à son 2e long métrage, le premier étant Revenge. Revenge, ouais. C'est un beau parcours pour elle. Elle a déjà annoncé sur le tapis rouge qu'elle travaillait sur ses prochains projets, que ce film, le succès qu'il avait eu, lui avait permis d'avoir des portes ouvertes pour ses projets futurs. Donc voilà. Et puis Coralie Farja, c'est l'indépendance, parce qu'elle a voulu faire ce film qui est tourné en France, hein, comme le film d'Audiard, ça a été tourné en France, avec une actrice évidemment américaine, Demi Moore, mais surtout elle a voulu garder son indépendance. Ça a été produit par des Anglais. Elle a refusé les appels du pied d'Hollywood. Donc si elle avait eu l'Oscar, il y aurait une espèce d'histoire un peu étrange qui se serait passée sur cette espèce de refus d'Hollywood, et en même temps célébrée par les pères d'Hollywood. Bon, il n'en a pas été question, juste le maquillage et la coiffure, qui est amplement mérité, parce qu'il y a un boulot de dingue. Très honorable, surtout qu'elle a beaucoup parlé de la fabrication de son film. Elle a vraiment tout fait de A à Z. C'est du homemade, en fait. Elle est vraiment revenue aux origines de comment on fabrique des effets spéciaux. C'est de la peinture, c'est de la matière brute. C'était un laboratoire, en fait, ce tournage de The Substance. Donc je trouve que ce prix, il est plutôt pertinent. Il lui rend honneur en tant que fabricante, que faiseuse de forme, aussi. Coralie Farja, Léa, qui était quand même la seule femme nommée dans la catégorie réalisation aux Oscars, à côté de Shane Becker, on l'a évoqué, Brady Corbett, le réalisateur d'Un parfait inconnu, et Jacques Audiard. On en est encore là en 2025, une seule femme. Et oui, et elle aurait été la 8e ou la 9e, je n'ai pas de statistiques, mais la 8e ou la 9e femme seulement à l'avoir, après Jane Campion, entre autres. Donc oui, c'est un constat qu'on ne fait que répéter d'année en année, et le constat est là, mais les actes derrière ne sont pas là. Oui, parce qu'en fait, c'est plus que
une liste aux Oscars, c'est la représentativité et l'égalité, enfin, c'est-à-dire, et notamment à Hollywood. C'est-à-dire que à Hollywood, si vous prenez les blockbusters, trouver une femme à qui on va confier les rênes d'un blockbuster, elles sont pas nombreuses. Chloé Zhao Patty Jenkins ou encore Catherine Bigelow, voilà. Mais sinon, globalement, on dit en gros, il faut laisser la clé. Là, on est sur des. Voilà, et même sur le cinéma indépendant. Alors après, on peut se poser la question quelle film réalisé par des femmes aurait mérité d'être dans cette liste. Parfois, c'est juste une histoire d'années. Mais c'est vrai, ce que ça dit vraiment, c'est qu'on est très, 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 très loin de la parité homme-femme dans cette industrie, ça, c'est sûr. Encore un mot, Samy. Oui, Léa, vous vouliez dire quelque chose ? Non, pardon. Samy, sur le palmarès, Wicked, disparu la circulation. Meilleur costume mérité aussi pour des costumes assez criards. Mais bon, on peut noter par rapport à Wicked l'intro, l'ouverture des Oscars avec Ariana Grande et Cynthia Erivo qui chantaient à la gloire d'une certaine manière de la ville de Los Angeles et de tout ce qui s'était passé suite aux incendies. Ça méritait d'être. Oui, ça a été une cérémonie très chantée cette année. Très chantée, mais finalement, je trouve pas tant que ça. Chaque année, les nommés pour la catégorie meilleure chanson originale ont l'opportunité d'interpréter le titre qui est en lice. Tous n'ont pas interprété le dit titre, mais l'intro, effectivement, mettait à l'honneur les deux grandes actrices de Wicked qui, selon moi, intègrent ce cercle un peu fermé des chanteuses qui sont autant respectées pour leur qualité d'actrice. Léa, encore un mot sur le palmarès ? Non. Est-ce qu'il vous a, non, Thomas ? Oui, alors il y a des choses, il y a les absents. C'est vrai que Timothée Chalamet, il est super en Bob Dylan, The Complete Unknown. Il est passé à côté. C'est un peu dommage. J'aurais préféré, par exemple, voir Timothée Chalamet célébré plutôt que Adrian Brody. Non, et puis un mot quand même sur le meilleur documentaire. Ça s'appelle No Other Land. C'est co-réalisé par 4 réalisateurs et réalisatrices, 2 Israéliens, 2 Palestiniens, et ça raconte le délogement des Cisjordaniens en Cisjordanie par Tsahal. C'est un documentaire formidable. Et c'est vrai qu'on a dit que cette cérémonie était très peu politique. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose de très fort qui s'est joué. Alors effectivement, justement, on y vient. Effectivement, ces réalisateurs de No Other Land ont eu un mot pour la situation au Proche-Orient et pour la colonisation. Et effectivement, c'était assez frappant cette année. Vous me corrigez si je me trompe, mais le contexte politique étant celui qu'il est, le retour de Donald Trump, dont on connaît le peu d'appétence qu'il a pour l'Académie des Oscars et le tout Hollywood. On aurait pu s'attendre à 2-3 sorties. Léa, on n'a quand même pas entendu grand-chose. Alors, comment interpréter ce silence ? Moi, j'y vois une forme de stupéfaction. Je pense que l'industrie étant largement fragilisée par toute une série de crises politiques et sociales, le Covid, la grève des scénaristes et des réalisateurs en 2023, puis les incendies de Los Angeles, là, qui fragilisent encore plus le secteur économique, qui vont créer des pertes d'emplois. Je pense que l'industrie du cinéma s'est retrouvée hébétée en fait face à ces séries de crises et du coup fait profil bas tout simplement, aussi parce qu'il y a beaucoup à risquer économiquement à résister un petit peu, même ne serait-ce que par la parole. Samy ? Oui, il y a eu une prudence qui était assez palpable à la cérémonie d'hier. C'est vrai que c'est assez inégal en termes d'années, surtout ces dernières années, d'une cérémonie à l'autre, les prises de parole à dimension politique. Après, je tiens à souligner quand même l'intervention de l'actrice Daryl Hannah, qui au moment de présenter l'Oscar du meilleur montage a parlé de l'Ukraine assez frontalement. Et Thomas, vous le disiez à l'instant, deux des réalisateurs de ce documentaire tout juste oscarisé, No Other Land, ont profité justement des quelques secondes où ils étaient censés effectuer leur discours de remerciement pour alerter sur la situation en Cisjordanie et la différence de traitement entre Israéliens et Palestiniens. Sachant qu'on rappelle qu'aux Oscars, à la différence peut-être des Césars ici en France, quoique on y vient, les choses sont très timées, on a 45 secondes et sinon la musique part... Oui, mais ils sont assez courageux souvent. Je me souviens que le premier mandat de Trump, on avait vraiment été des vents debout. Et c'est vrai qu'il y avait, faut le dire, Conan O'Brien, qui était le comique chargé en fait de faire rire un peu ces Oscars, a été un peu moyen, mais il avait une formule à propos d'Anora où il faisait référence directement, alors là pour le coup, à la façon dont Zelensky a été traité à la Maison-Blanche, puisqu'il Anora a dit... étant, je le rappelle, à l'histoire d'une travailleuse du sexe qui fait la rencontre d'un fils d'un oligarque russe. Et donc il a dit, on dirait que les Américains sont excités de voir quelqu'un tenir tête à un puissant russe. Donc c'était vraiment un pic, vraiment, à l'encontre de Donald Trump. Et c'est vrai que le mot Donald Trump n'a
pas du tout été prononcé pendant cette cérémonie. Il faut dire que le choix du présentateur l'année dernière, c'était Jimmy Kimmel, l'an dernier, qui est quand même l'un des ennemis jurés de Donald Trump. En 2017, d'ailleurs, Donald Trump s'était plaint que les stars d'Hollywood étaient tellement, selon lui, préoccupées à le critiquer, qu'il y avait eu ce micmac, on s'en souvient, assez historique, l'année du Méli-Mélo, La La Land, Moon Knight, on avait attribué au premier le prix qui revenait. Et notons qu'il y avait quand même un film qui l'incarne, puisqu'il y avait un biopic sur Donald Trump, The Apprentice. Mais un film qui n'est pas américain. Qui n'est pas américain, absolument. Et qui n'a pas eu d'Oscar, sauf erreur. Non, qui n'a pas eu d'Oscar. De ma part. On va écouter ce que disait Adrien Brody. Donc là encore, il faut lire quand même entre les mots. On comprend quand même qu'il fait référence au contexte actuel. On l'écoute. I'm here once again to represent. Je suis ici une nouvelle fois pour représenter les traumatismes persistants, les répercussions de la guerre, de l'oppression systématique, de l'antisémitisme, du racisme et de l'aliénation. Adrien Brody, d'ailleurs, Léa, qui a fait preuve d'autorité, puisque la fameuse musique qui est censée intervenir au bout de 45 secondes est arrivée, elle a dit stop, arrêtez la musique. Alors là, tout le monde s'est mis au. La musique a été arrêtée, il a poursuivi son petit propos. Oui, tout à fait. Après, ce discours, il est assez symptomatique de la façon dont la politique s'incarne dans les Oscars. C'est-à-dire qu'on a souvent des grands discours, alors très beaux, je ne dis pas, mais qui sont assez aussi désincarnés. C'est-à-dire qu'Adrien Brody ne va pas pointer du doigt, il va être plutôt dans des choses métaphoriques, la persécution. Oui, puis c'est assez consensuel. Oui, voilà, exactement. Donc je trouve que ce passage, il est assez symptomatique, aussi beau soit-il. Mais on est loin du coup de l'époque où effectivement certaines personnalités conviées aux Oscars prenaient la parole de façon assez directe lorsqu'ils montaient sur scène de différentes manières. Soit c'était dans le cadre de la remise du prix. Je pense notamment en 2003, Michael Moore qui remportait son Oscar et tout juste oscarisé. Il s'adressait directement au président d'alors, George Bush, pour lui dire que, shame on you, honte à vous à propos de l'invasion américaine en Irak. Et puis il y a eu des fois où ça s'est fait de manière un peu moins frontale, à l'occasion notamment de performances musicales. Je crois que c'était l'année 2016 quand John Legend et Common, le rappeur, interprétaient Glory, qui est une chanson oscarisée aujourd'hui, sur scène. Et c'est une chanson qui dépeint dans ses paroles, qui établit un parallèle entre les émeutes de Ferguson de 2015, qui ont fait suite à la mort d'un Afro-Américain de 18 ans à l'époque, et les événements des droits civiques en 1965. Donc c'était une manière aussi d'adresser politiquement le contexte dans lequel se trouvait alors les États-Unis. Mais effectivement, on se rend compte aujourd'hui que ça a tendance à s'estomper, ces prises de parole. Et à mon avis, elle s'estompe, parce qu'il faut quand même le dire, on a dit tout à l'heure que c'était une campagne, les Oscars, et que tout le monde fait attention à ce qu'il dit. On l'a vu, les anciens tweets, mais il y a aussi à ce qu'on dit au présent. Donc il faut dire que quand cette cérémonie arrive, tous les gens qui sont représentés sont encore dans une espèce conditionnée par cette campagne où il ne faut surtout pas dire un mot de travers. Et je pense que ça aussi, ça doit crisper et rendre de plus en plus prudent. On l'a bien dit, effectivement, les réseaux sociaux qui a complètement changé la donne, qui continuent de changer la donne, les choses. Donc je pense que, et c'est souvent, c'est étonnant, c'est souvent les gens de l'ancienne génération qui prennent la parole, des Robert De Niro, des gens qui ont connu justement des périodes où on prenait la parole, et voilà. Et les plus jeunes, peut-être par prudence, par la société dans laquelle on vit, par les réseaux sociaux, tout se dit, sont par devoir, presque par nécessité, même intrinsèquement, ils sont prudents sur ces questions-là. Quand Zoé Saldana, qui a donc eu l'Oscar du meilleur second rôle pour Emilia Pérez, rend hommage à sa famille. Parce qu'elle incarne ça elle-même. Mais elle ne prend pas non plus un risque. Non, elle incarne ça elle-même, comme Adrien Brody, quand il parle justement du racisme et de l'antisémitisme, juif lui-même, et puis surtout des rôles où il incarne justement ça. Et je pense que Zoé Saldana, d'origine dominicaine, pareil, elle incarne ça. Donc elle ne peut pas faire autrement que de raconter sa propre histoire. Mais c'est d'autant plus inquiétant qu'en fait, il y a une réelle offensive, puisque Donald Trump, lors de son investiture, a annoncé d'emblée qu'il y aurait une ingérence dans le cinéma hollywoodien. Il a prononcé cette phrase, le « Make Hollywood Great Again ». Donc vraiment, il est dans une offensive aux côtés de Sylvester Stallone, qu'il a nommé ambassadeur quand même officieux. Il a l'air de l'ignorer lui-même, Sylvester Stallone n'étant pas au courant. Ambassadeur de quoi? Donc, alors, ambassadeur de l'âge d'or américain. Donc, il va être ses yeux et ses oreilles dans Hollywood. C'est ce que Donald Trump a dit. Donc, il y a une vraie offensive en face qui est réelle et qui est concrète.
Donc le vrai truc politique, finalement, c'est de récompenser l'indépendance. Ouais. Donc de mettre que des cinéastes comme Bradley Corbet, comme Sean Baker, qui n'ont pas eu besoin de très gros moyens pour faire leur film. Et tant que cette indépendance sera là, ce sera garant d'une certaine liberté. Et Stallone aura beau le mettre le nez dans les scripts, ça n'y changera rien. Samy, on a longtemps reproché, à raison, à l'Académie de ne pas récompenser des productions, des performances de personnes issues de la diversité. On se souvient que certaines éditions avaient été boycottées. On se souvient du hashtag Oscars So White. Est-ce que la page a été tournée ? Long est encore le chemin. Hein. Pas tout à fait encore, et c'est des polémiques qui reviennent, qui sont encore assez récentes, et chaque année, effectivement, sont pointées du doigt l'absence de certaines performances qui auraient pu figurer dans les catégories, notamment d'interprétation. C'est souvent les catégories d'interprétation, que ce soit le meilleur acteur, actrice ou les seconds rôles, qui sont pointés du doigt pour l'absence, effectivement, d'actrices et d'acteurs issus de la diversité. C'est assez inégal, je ne sais pas si vous en conviendrez, c'est assez inégal selon les années, et ça continue d'être décrié, en effet. Et, alors, quand on parle en France, là, puisqu'on aime bien comparer les choses, le cinéma français a beaucoup de choses à apprendre du cinéma quand même américain sur cette représentativité, même si effectivement elle est, comme vous le dites, complètement inégale. À propos de cinéma français, justement, je voudrais rebondir parce que c'était quand même un gros week-end pour les cinéphiles avec les Césars qui ne sont pas comparables avec les Oscars, mais on évoquait la prise de parole de Sean Baker qui a appelé effectivement à sortir les films dans les salles et à permettre au public de vivre l'expérience cinématographique. On sait que les salles américaines, les salles de cinéma américaines sont en difficulté. Alors pour le coup, c'est pas du tout le cas des salles françaises. 181 millions d'entrées, je crois, pour l'année 2024, poussées par 3 gros films que sont Le Comte de Monte-Cristo, Un petit truc en plus et L'amour ouf. Qu'est-ce qui fait, Léa, que les Français, je crois que c'est une exception en Europe, qu'est-ce qui fait que les Français vont tant au cinéma ? Pourtant, les places de cinéma sont chères. Pourquoi les gens vont au cinéma ici en France ? Je pense qu'il y a une exception culturelle française qui est due à un système financier de redistribution aussi qui fait que diverses productions peuvent émerger. C'est-à-dire qu'en France, on peut à la fois avoir Le Comte de Monte-Cristo, qui est une super production qui a pour ambition de rivaliser avec des blockbusters. Et à côté de ça, on a des films comme Miséricorde d'Alain Guiraudy, rien à voir, mais qui a été aussi nommé au César, qui n'a rien remporté, mais qui a eu un petit succès en France. Donc en fait, cette diversification, je pense qu'elle permet un échange de bons procédés. C'est comme un microcosme en fait où s'échangent les choses, et du coup ça permet une cohabitation aussi. Je pense que ça permet que des films n'aient pas une hégémonie ou un surplomb sur d'autres productions. Et la grande différence, c'est sans faire trop d'économie, c'est la chronologie des médias. C'est-à-dire qu'en France, il y a une chronologie des médias. Un film sort en salle et après il y a un temps plus ou moins long avant que le film soit exploité dans d'autres formats, notamment à télévision. Avant, c'était 6 mois, on est passé à 4 mois. Donc en fait, les films, quand ils sortent en salle, sont vraiment exclusifs. Contrairement aux États-Unis, où un film peut sortir le même jour en salle et en même temps sortir sur une plateforme ou sortir c'est le cas d'Emilia Pérez qui est restée, je crois, 15 Absolument. jours en salle. Donc il y a vraiment en France l'exception culturelle dont vous parlez, c'est ça. C'est justement protéger les films, protéger la salle par ce qu'on appelle donc la chronologie des médias. Donc un film sort d'abord en salle, puis ensuite à la télé, puis ensuite en vidéo. Et c'est bien, voilà. il faut s'y tenir. Il faut s'y tenir parce que si jamais les gens peuvent voir le même jour Emilia Pérez en salle ou alors en VOD, ils vont rester chez eux, ils vont pas payer la nounou pour aller voir le film. Enfin voilà, on connaît tout ça. Donc en fait, ça sacralise encore la salle. Et c'est ça pour tout. C'est ça aussi pour la redistribution, des sommes aux productions, une juste répartition pour garder justement cette diversité dont on parlait, qui fait que d'un coup il y a Miséricorde à côté d'Emilia Pérez, par exemple. L'histoire de Suleiman et voilà, l'histoire de Suleiman, c'est un très bon exemple. Samy qui a eu, et c'était plus que mérité, le prix d'interprétation au César. Est-ce que les Oscars parviennent à faire la synthèse de la culture populaire est-ce que les Oscars y arrivent là où les Césars ici en France n'y arrivent pas? Je pense à la prestation, bien sûr son nom va m'échapper, d'un humoriste français. Franck Dubosc. Franck Dubosc, voilà. Je crois 54 millions de spectateurs réunis sur tous ces films pendant sa carrière et pas un seul César. Il s'en est amusé vendredi soir. Là où les Américains, pour le coup, font la part belle dans ces grandes messes à toute forme de cinéma, populaire, plus intimiste, indépendant, blockbuster. Pourquoi est-ce qu'en France, on n'y arrive pas? On reste quand même un peu élitiste dans ce genre de série. C'est une vraie question qui demeure et qui agace
Oscars, surtout chaque année. Enfin, on ne compte plus les fois où la caméra était fixée sur certains réalisateurs dont les films avaient effectué des records d'audience au cinéma, pour ne nommer personne, et qui s'étonnaient au mieux de l'absence soit de nomination carrément, ou aussi de l'absence de récompense. Mais je crois qu'au César, une des solutions qui a été trouvée, ça a été, vous me corrigerez si je me trompe, public, mais il n'existe plus, une sorte de prix du public. J'étais très étonné parce qu'il y a des lycéens. Alors, il y a eu les lycéens en se disant les lycéens ils vont aimer les films les plus populaires. Après il y a le film qui a récompensé qui a eu le plus d'entrées, mais ça aussi c'est ce qui avait permis au Ch'ti de remporter. Et c'est vrai, donc là effectivement il y avait quand même une nomination pour le petit truc en plus, meilleur premier film. Après, vu la qualité du film, on l'aurait pas vu ailleurs que là. Enfin, je sais pas. Oui, mais c'est intéressant que par exemple Le Comte de Monte-Cristo, qui est aussi un film très populaire, soit très nommé et très mis en avant, alors qu'un petit truc en plus est, disons-le, négligé, voire dénigré. Enfin, il y a une forme quand même, je trouve moi, de mépris, enfin un peu de mépris culturel. Enfin voilà, le fait que ce soit une comédie aussi, je pense qu'on a vraiment du mal en France. Oui, mais cette année, il y avait quand même Miséricorde et Enfant phare, qui étaient deux comédies. Moi, je me réjouissais de voir Miséricorde d'Alain Guiraudy. Vous l'avez dit, c'est vraiment du cinéma proche de Buñuel, donc on est vraiment dans un cinéma loin atypique. d'un truc en plus avec Enfant phare. Oui, qui est plus consensuel. Et puis Enfant phare, là, pour le coup, qui est à la jonction des deux, c'est-à-dire cinéma d'auteur et en même temps à vocation populaire. Mais d'ailleurs, qui a très bien marché. Qui a très bien marché, et alors qui n'a pas été récompensé non plus. Donc c'est-à-dire qu'on n'en est pas encore. On va les mettre un petit peu, mais on va pas encore non seulement les récompenser. Ouais. Voilà, le cinéma français marche bien, mais encore des choses à apprendre du cinéma américain et vice versa. Mais ils s'en sont amusés vendredi soir. Franck Dubosc a fait une prestation assez drôle. Il m'a semblé. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce matin sur ce plateau, débriefer ce que disent ces cérémonies et leur palmarès. Merci beaucoup Léa. On vous lit dans 3 couleurs le magazine ciné de MK2. Samila Sardam, merci beaucoup et à bientôt. Thomas, on va vous retrouver toute la journée, je crois, sur l'antenne de France 24. Parlez-nous cinéma, Thomas, ça nous fait du bien dans cette actualité un peu lourde. Merci encore. Une émission à retrouver bien sûr en podcast et en replay. Nous on se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité internationale. À tout à l'heure.